ravie de faire partie de cette belle communauté, qui est la communauté de Qara Iftar. Et j'ai l'occasion de partager avec vous une série de conférences qui va se porter sur la thématique de l'entrepreneuriat. Alors, attendez-moi quelques secondes pour pouvoir partager mon écran. Très bien. Alors, avant de démarrer, j'aimerais quand même partager avec vous mon profil. Alors, je m'appelle Nawal Bekri et je suis consultante manager. Je dirige un cabinet de formation de conseil et d'études qui s'appelle Debac Consulting. J'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle, surtout dans la gestion de projets nationaux et internationaux qui sont l'idée dirigés vers l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et le management associatif. Alors, j'ai eu l'occasion, depuis le démarrage de mon cabinet, de développer plusieurs cursus de formation à l'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance aussi d'être formée par de très grandes organisations qui chapeautent le domaine de l'entrepreneuriat, tel que le Bureau international du travail, où j'ai l'occasion de pratiquement suivre toutes les formations qui sont liées à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, je dirais, partager une partie de ces connaissances de cette belle initiative qui est Qara Iftar, au profit de jeunes, de moins jeunes et toutes les personnes qui s'intéressent à cette thématique, qui ont des idées de projet ou juste en curieux, ils veulent savoir ce qu'il en est. Donc j'ai imaginé toute une programmation pour les différentes séances, Inch'Allah, que j'aurai l'occasion d'animer. Alors la première séance, qui est celle d'aujourd'hui, était sur l'histoire de l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, on ne va pas démarrer d'aujourd'hui, mais ça serait opportun, intelligent et pour toute information utile, de revenir un peu en arrière et de voir comment on a développé, je dirais, la notion de l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui s'est caché derrière elle. Alors, la deuxième thématique, elle va nous prendre et on va aller un peu au fin fond du profil de l'entrepreneur pour découvrir ses prérequis, ses caractéristiques, comportements, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur il est ce qu'il est. La troisième séance va aller un peu sur la partie business et c'est là où on va partir du point de départ de toute idée de projet, c'est le besoin. On va voir ensemble comment on va pouvoir identifier un besoin et par la suite comment pouvoir lui apporter une solution. Donc il y aura une série d'exercices pour qu'on puisse s'exercer sur l'identification de besoins et la formulation de solutions. Alors la quatrième séance, elle va nous porter sur un sujet très très fort qui est le design thinking et qui est aujourd'hui très utile pour pouvoir, je dirais, convertir de l'idée de projet un projet qui comble un besoin. Là aussi, on aura tout un process qu'on va développer et découvrir ensemble pour aboutir à la cinquième séance qui va un peu développer le concept d'un business model. Donc le business model Canva, c'est un Canva où il y a plusieurs du puzzle autour du projet et si on réussit à les aligner, c'est qu'il y a une cohérence sur le projet. Donc c'est ce que je propose pour les 5, je dirais, séances qui vont porter sur la thématique de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir durant 5 minutes ou durant peut-être 7 heures, 3 thématiques principales. On va parler un peu du champ de l'entrepreneuriat. On va parler des différents paradigmes qui ont porté un peu le concept de l'entrepreneuriat. Et on va parler un peu de la forme moderne de l'entrepreneuriat. Donc on va faire un petit saut de temps pour pouvoir un peu cerner ce concept de l'entrepreneuriat. On y va. Alors, concernant le champ de l'entrepreneuriat. Alors, beaucoup d'écoles de ont porté le concept de l'entrepreneuriat et ça serait bien et opportun qu'on s'arrête sur le mot. Que veut dire le mot entrepreneuriat? Donc, il y en a qui disent qu'il a une origine française et on verra pourquoi. Il a aussi une origine qui est grecque, qui est interprendere. Si on analyse le mot, il veut dire capturer, il veut dire saisir, prendre, catch, comparer, capter. Et on verra qu'est-ce qui va capter ce mot entrepreneuriat. C'est très important. Ça veut dire que l'entrepreneur doit catcher quelque chose, doit s'emparer ou capter quelque chose. Donc ça, c'est très important
dans le mindset de l'entrepreneur. Alors, trois figures historiques ont marqué la création et la formation de la figure de l'entrepreneur. Surtout en France, parce que l'origine du concept vient surtout en France, entre le 18e et le 19e siècle. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, la première école de pensée, elle vient de M. Richard Cantillon, qui est un financier, un économiste. C'était un banquier irlandais et qui a fait en France. Il vivait de ses rentes et il recherchait toujours des occasions d'investissement. Et donc, dans sa réflexion, dans son école de pensée, tous ses écrits, il se référait au mot occasion d'affaires ou opportunité d'affaires. Pour lui, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est préoccupé par une gestion astucieuse et économique qui optimalise le rendement sur le capital investi. Donc, toujours en recherche des occasions d'investissement. Donc, pour lui, c'est quelqu'un qui saisit l'occasion en vue de réaliser un profit, mais qui met les risques. Donc, il a mis vraiment le focus sur le mot risque. Un entrepreneur, c'est un preneur de risque qui cherche des occasions en vue de réaliser un profit. La deuxième école de pensée a été portée par Jean-Baptiste Say, qui est un entrepreneur, un économiste français industriel. Et donc, pour lui, il associe, c'était le deuxième auteur qui s'est intéressé aux activités de l'entrepreneur. Il voyait le développement de l'économie par la création d'entreprises. Donc, il est un peu l'entrepreneur du capitaliste qu'on a vu auparavant et qui assume les risques par rapport à quelqu'un qui crée une entité, une organisation. Donc, il voit l'entrepreneur comme étant un agent de changement, un agent de réaction aux modifications de l'environnement économique. La troisième école de pensée, et c'est sur cette école qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de lectures qu'on est en train de faire, c'est une école qui est portée par Joseph Schumpeter. Donc, lui qui a passé sa vie tout entière des recherches sur le monde de l'entrepreneur. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le père du champ de l'entrepreneuriat. Donc, il a défini l'entrepreneur comme étant une personne qui innove, qui crée de nouvelles combinaisons, de nouveaux produits ou de nouveaux processus. Donc, le terme innovant, il nous vient de cette... Déjà en 1911, on parlait du concept de innovation. Et c'est Joseph Schumpeter qui donne un peu l'envol au domaine de l'entrepreneuriat et il l'associe notamment à l'innovation. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, les économistes, ils voyaient un peu les entrepreneurs, si on peut résumer ces trois écoles de pensée, comme étant des déceleurs d'occasion d'affaires, des créateurs d'entreprises et des preneurs de risques. Maintenant, nous voyons voir du côté des behavioristes, qui sont toutes les personnes qui s'intéressent aux sciences humaines, psychologues, psychanalystes, et qui ont analysé les comportements des entrepreneurs. Alors, nous trouvons dans les behavioristes de psychologues, des personnes qui ont pensé au comportement des entrepreneurs. Le premier était Max Weber, qui était un psychologue américain, professeur à l'université de Harvard. Et donc, lui, il a pensé aux entrepreneurs, il les a étudiés et il a donné quelques mots, quelques comportements aux entrepreneurs. Donc, pour lui, les entrepreneurs, ce sont des leaders, ce sont des indépendants. Ils possèdent une sorte d'autorité formelle, parce que vers leurs idées, ils y vont jusqu'à les concrétiser, et ce sont des dirigeants d'entreprise. Donc, on retient le mot innovation. Donc, il y a de l'indépendance parce qu'ils sont responsables de leurs décisions. Il y a de l'autorité formelle parce qu'ils portent avec eux des idées et des équipes et des moyens. Ils dirigent des entreprises. McClelland, qui a aussi travaillé sur ces idées-là, lui aussi, il a porté sa pierre à l'édifice, en capturant tout l'intérêt de cette autorité de l'entrepreneur. Donc pour lui, bien sûr, l'entrepreneur, il prend des risques modérés et relativement à la capacité qu'il a pour influencer le résultat de ce qu'il va faire. Il a identifié 4 grandes compétences ou attitudes. Un entrepreneur, il prend des risques modérés, bien sûr, relativement à la capacité d'influencer le résultat. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui mène une activité de l'originalité. Quand on parle d'originalité,
on parle aussi de créativité, on parle d'innovation. Va être repris par beaucoup de directeurs d'écoles de pensée. Troisième cas, c'est qu'il assume une responsabilité personnelle, parce qu'il est le porteur d'idées, le porteur du projet, et donc c'est quelqu'un qui doit assumer des risques. Il ne peut pas les balancer aux autres, il ne peut pas s'en défaire. Et la quatrième, c'est que c'est quelqu'un qui doit connaître les résultats des décisions qu'il doit prendre. Et là, on fait un peu allusion à l'évaluation. Donc, il doit avoir des moyens, des indicateurs de performance pour s'assurer que tout ce qu'il a misé, tout ce qu'il a investi, il a donné des résultats. Alors, ces écoles de pensée, ils ont été développées et sur ce domaine de behaviorisme, jusqu'à maintenant, on ne cesse pas de chercher. L'entrepreneuriat, jusqu'à aujourd'hui, il est l'objet d'un ensemble d'interrogations majeures de la part des théoriciens des différentes disciplines, comme celle de l'économie et de la gestion. Il retient l'intention et l'attention de beaucoup de chercheurs et il continue à devenir d'études et d'analyses de plus en plus par différents, je dirais, chercheurs sur ce domaine. Maintenant, allez voir du côté des paradigmes. Les paradigmes, les concepts, les modèles, les écoles. Alors, l'entrepreneuriat, comme je dis, est un domaine et un phénomène qui est très complexe et on n'a pas pu dire à travers un seul paradigme. Il est multiparadigmatique. On ne peut pas le simplifier. Et donc, il y a eu, dans ce contexte-là, il y a eu 4 paradigmes principaux qui ont été émis par 2 chercheurs qui sont penchés sur, je dirais, les soubassements de l'entrepreneuriat. Alors, les recherches sur l'entrepreneuriat ont porté sur 4 concepts. Alors, genre, s'il n'y a pas ces 4 concepts, on peut parler d'entrepreneuriat. Le paradigme numéro 1, c'est l'opportunité d'affaires. Effectivement, s'il n'y a pas une opportunité à saisir, s'il n'y a pas une occasion, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat. C'est très important. Alors, les fondements de l'entrepreneuriat demeurent dans l'identification d'une opportunité d'affaires. Si on n'a pas une occasion, on n'a pas flairé, on n'a pas senti une information, on n'a pas vu qu'il y a un besoin qui n'est pas encore comblé, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat. Et l'identification de l'opportunité d'affaires, elle est considérée comme la base essentielle de la création de nouvelles entreprises. Alors, vous allez me dire comment trouver cette opportunité d'affaires. Parce que tout le monde aujourd'hui, ceux qui sont intéressés par le projet, ils souhaitent trouver cette offre ou cette occasion. Alors, pour la trouver, nous avons plusieurs éléments. Mais ces éléments, il faut les capturer, mais en même temps, il faut les transformer. Donc, ces éléments du marché, environnement porteur d'idées, porteur d'informations, et il revient donc avoir les capacités cognitives, les dispositions cognitives pour pouvoir capter l'information, la transformer et en sortir une idée nouvelle, une valeur nouvelle. Donc ça, c'est vraiment le paradigme de l'opportunité à faire. Pour le deuxième, la création de la valeur. On est tous d'accord. Une entreprise qui n'a pas de la valeur, elle ne peut pas être une entreprise. Donc le paradigme de la création est une extension du paradigme de l'innovation. On va le voir par la suite, parce que l'innovation, elle aboutit à une valeur. Et donc, c'est un processus dynamique de création d'une valeur. Donc, je parlais de la création de valeur. Alors, c'est important qu'une entreprise doit aboutir à une création de valeur. C'est la préoccupation majeure de l'entrepreneur. Quelle que soit la nature du bien ou du service qu'il est en train d'offrir. C'est très important. Sans valeur, sans création de valeur, on ne peut pas parler d'entreprise. Nous avons le troisième paradigme qui est la création d'une organisation. Alors, on l'a par rapport à quelques écoles de pensée,
c'est très très important de créer une organisation. Et on va voir un peu le lien de ces 4 paradigmes. Une organisation, ça veut dire tout un processus, de l'idée jusqu'au projet. C'est une structuration. Et donc, c'est très important d'avoir cette organisation qui va émerger d'une idée de projet. Et peut résulter d'une reproduction d'activité ou d'une imitation ou un transfert d'activité. Mais c'est très important, si on a une idée, qu'on a une valeur, et qu'on a catché une opportunité d'affaires, il faut la transformer via cette organisation pour qu'elle puisse aboutir à une valeur ajoutée qu'on va pouvoir mettre dans dans le marché. Le 4e paradigme est très important, c'est l'innovation. On a vu qu'il y a des liens entre les 4. Alors, le paradigme de l'innovation, il trouve ses origines, comme on l'a vu tout à l'heure, chez M. Champollion, qui a mis le doigt sur ce mot-là. Et donc, aujourd'hui, une entreprise qui n'innove pas, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas aller très loin. C'est un moteur de développement de l'entreprise. Quand on parle innovation, on peut parler d'innovation, que ce soit au niveau du produit, on peut parler de l'innovation au niveau du service, on peut parler de l'innovation au niveau de la méthode, au niveau de l'organisation. Donc, il n'y a pas innover en termes du produit qu'on va mettre sur le marché, mais on peut aussi innover en termes de comment on achète la première. On peut innover en matière de comment on contractualise toute la chaîne de valeur du produit ou du service. Elle peut être sujet à innovation. Alors, ce slide-là, il est important dans le sens où il présente les liens entre les différents paradigmes. Les paradigmes ne sont pas du tout dissociés, ils sont associés. Donc on les reprend ici, dans une seule slide. Donc nous avons le paradigme de l'opportunité, le paradigme de la création d'une organisation, nous avons le paradigme de l'innovation et le paradigme de la création de valeur. On va prendre un ou deux exemples. J'espère que vous me suivez jusque-là. Alors, par exemple, le paradigme de l'opportunité. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'opportunité, on la cite pour pouvoir créer de la valeur. Et cette valeur, pour la créer, on doit se baser sur l'innovation, penser autrement, chercher du nouveau pour combler un besoin qui est latent. Ça, c'est très important. Maintenant, on peut aussi pouvoir combler un besoin et créer de la valeur. Il faut aussi s'organiser. Donc, il faut créer une organisation pour pouvoir créer de la valeur et répondre à un besoin. Donc, tous ces paradigmes, ils sont liés les uns aux autres. Ils ne sont pas du tout dissociés. Maintenant qu'on a vu un peu d'histoire, l'entrepreneuriat, on pourra par la suite voir un peu les formes modernes de l'entrepreneuriat. On a vu un peu des morceaux de, je dirais, de la définition de l'entrepreneuriat. On a vu et on va essayer de les retrouver dans une définition. Si vous faites vos lectures, si on cherche dans les écoles de pensée, on va trouver énormément de présentations, de définitions d'entrepreneuriat. J'en ai choisi une, c'est de la choisir, mais j'en ai choisi une parce que ce n'était pas évident du tout. Mais celle-ci, elle regroupe à peu près toutes les notions, toutes les bases et tous les paradigmes de l'entrepreneuriat. On peut définir l'entrepreneuriat comme étant l'action humaine. Déjà, le mot entrepreneuriat signifie to move. Il faut entreprendre, agir. Donc, comme une action humaine soutenue par le milieu environnant pour générer de la valeur,
sur le marché à travers la création ou le développement d'une activité économique évoluant avec cette valeur et finalement affectant l'économie, et ce dans le but de mieux répondre aux besoins individuels et collectifs d'un territoire. Alors, dans cette présentation, on peut trouver plusieurs notions. On retrouve la notion du milieu environnant. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure dans les paradigmes, on ne peut pas créer comme ça. On crée parce qu'on a traité une information qui vient de l'environnement. On le verra aussi dans la deuxième séance. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est inné ou c'est acquis? On va voir le paramètre ou le facteur environnant qui influence ou pas sur les ventes. On peut aussi dans cette définition générer de la valeur. Donc c'est très important que l'entreprise ou l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur génère de la valeur. On parle aussi d'activité économique. Donc il s'agit de faire de la transition. Donc d'une matière première, d'une idée, de quelque chose qui ne marche plus, on la transforme vers un produit ou un service qui comble un besoin d'un client insatisfait ou d'un client latent. Et bien sûr, tout cela, il combler un besoin peut être individuel ou collectif d'un territoire. On ne crée pas une entreprise juste pour créer, ou pour juste être entouré, ou juste pour mettre du matériel et des machines, et des idées et de la technologie, mais on la crée surtout pour combler un besoin individuel et collectif. Et c'est cette partie-là d'identification des besoins qu'on va voir lors de la prochaine séance. Alors, quelques formes. Donc, on a fait un peu un saut dans le temps et nous sommes en train de voir les formes modernes d'entrepreneuriat. Alors, quelques formes et types d'entreprises dont nous entendons beaucoup parler. Alors, nous avons l'entreprise individuelle. Aujourd'hui, on les connaît. Nous avons des personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont personnes physiques et qui entreprennent. Nous avons l'entrepreneuriat collectif que nous connaissons, qui est la forme la plus classique. Nous avons la nouvelle entreprise, une entreprise qui n'existait pas auparavant, et donc du projet, on crée une entreprise. Nous avons des reprises d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont eu des difficultés ou dont le produit ou le service ne comble plus le besoin qui a été exprimé sur le marché. Il y a des personnes qui les reprennent pour pouvoir leur donner un nouveau souffle, réorienter le produit et service pour aller du marché. Nous avons de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat est une forme très intelligente qui est adoptée par des entreprises qui donnent l'occasion à leurs collaborateurs aujourd'hui pour pouvoir créer au sein de l'entreprise des idées de projet qui, par la suite, ils peuvent être convertis comme projets qui peuvent voir le jour. Comme beaucoup d'entreprises l'ont fait, British Airways, Sony, Apple, beaucoup de grandes entreprises ont donné l'occasion à leurs collaborateurs de contribuer, de mettre une boîte à idées, de travailler sur des idées de projet. Ces idées de projet ont été relayées par l'entreprise pour enrichir leur gamme de produits. Nous avons l'entrepreneuriat formel, informel, et nous avons aussi l'entrepreneuriat social, qu'on va voir tout à l'heure. Alors, tout ce engouement autour de l'entreprise, donc depuis les années 80, et tous les théoriciens sont en train de travailler sur l'entrepreneuriat, parce que on ne parle plus que de ça, ils parlent que ce sont des agents de changement qui peuvent changer le monde. L'entrepreneuriat peut-il changer le monde? Oui. On va donner juste quelques exemples. Un exemple sur un secteur tel que l'entrepreneuriat et l'énergie renouvelable, qui aurait dit qu'on n'allait plus travailler avec le carburant. Jusque-là, toujours prisé, toujours il a intervenu dans tous les secteurs qui sont liés à l'économie, à l'énergie. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le cas, que ça porte préjudice à la planète. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers plus de solutions pour aller
prendre soin de la planète, mais en même temps générer de l'énergie, donc l'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, c'est un vrai défi au niveau de la planète. Alors, ces logos-là nous parlent tous, ce sont des produits qui ont changé notre vie. Ils ont carrément changé notre vie parce que on n'aurait pas, par exemple, aujourd'hui, nous vendons des produits et des services chez nous. Bon, il fallait se déplacer, il fallait passer des nuits et des jours à l'extérieur de chez soi, prendre des moyens de transport, gérer la logistique. Aujourd'hui, avec des outils, on peut se connecter avec les gens, faire des transactions, acheter des biens, des services, travailler. Énormément d'opportunités économiques sont présentes grâce à des outils tels que Amazon, Facebook, Google et autres. Ce sont des produits qui ont changé notre vie, qui ont aussi changé beaucoup de paradigmes sur les bourses mondiales. Donc aujourd'hui, ce sont des entreprises qu'on ne voit pas, peut-être un peu pas, mais aujourd'hui, ils sont en train de challenger les bourses mondiales. Et ça prouve aujourd'hui que l'entrepreneuriat est en train de prendre une grande vitesse. Alors, aujourd'hui, on est aussi vers un monde qui est sans fil. On parle du cloud computing, le stockage qui devient plus facile de la data, de beaucoup de secteurs aujourd'hui qui sont en train d'automatiser leur processus. On parle de réalité virtuelle, de big data, d'intelligence artificielle et j'en passe. Et donc, j'aime bien la petite phrase qui dit « Notre monde numérique ne tient plus qu'à un fil ». Et encore. Donc aujourd'hui, le monde de l'entreprise, il est très prisé et aujourd'hui, on le vit avec cette ère à l'ère du Covid-19. Aujourd'hui, plus que jamais, l'entrepreneur et l'entreprise prennent toute leur place. Aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs, des porteurs d'idées, de projets qui sont en train de challenger la situation pour produire des produits nouveaux, des masques, des appareils à respiration, de la livraison à domicile, des produits à distance. Donc, aujourd'hui, nos limites pour les entrepreneurs, les baby boomers aujourd'hui peut-être trouvent des soucis pour aller cette vitesse, mais tout le monde il a intérêt à aller vers ce sens et vers cette vitesse. J'allais dire le dernier né peut-être de l'entrepreneuriat, je parle beaucoup parce que je travaille beaucoup sur ce domaine-là, et l'entrepreneuriat social, qui challenge aussi la notion du business. Parce qu'on a toujours parlé de l'entreprise, de l'industrie, de la société, on appelait ça aussi société, il y avait du profit. On mobilise de l'énergie, on mobilise de la ressource humaine, des ressources technologiques, pour répondre à un besoin, bien sûr, pour avoir de l'argent derrière, pour avoir des revenus. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, il vient aussi pour challenger ce concept. Parce que c'est de l'entreprise avec un cœur, c'est entreprendre avec du cœur comme le montre si bien l'image. Donc, c'est une entreprise, bien sûr, qui va aller vers un business, mais son modèle il est différent. Donc, il part d'un besoin, d'un manque, de quelque chose qui n'existe pas ou de quelque chose qui fait mal. La plupart du temps, c'est un phénomène qui touche la société ou l'environnement. Donc, on appelle cette génération d'entrepreneurs sociaux. Donc, ils vont vers des communautés, ils vont vers des espaces où il y a un malaise, où il y a un mal, et du malaise et du mal, ils réfléchissent avec les outils de design thinking et autres pour pouvoir mettre d'une innovation sociale dans leur esprit, dans leur façon de faire, une intelligence collective pour créer des produits et des services nouveaux qui comblent bien sûr les besoins pour déjà servir cette communauté. Mais on a du business parce qu'il faut ne pas oublier qu'un business doit être pérenne. Il doit s'inscrire dans le temps. On ne fait pas un business pour des mois ou des années, mais c'est une histoire de vie. Donc, c'est la mission un peu, la double mission de l'entrepreneur social. C'est une mission sociale et environnementale, en même temps, c'est économique. Inch'Allah, peut-être qu'on pourra développer ce concept-là lors de prochaines. On parlait un peu de la contribution de l'entrepreneur. Oui, l'entrepreneur aujourd'hui,
il est là pour changer le monde. Donc, l'impact de l'entrepreneuriat contemporain, il élargit les frontières. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les pays, entre les cultures. Et la notion d'entrepreneuriat vient pour vraiment les lier les uns les autres et les uns les autres. Aujourd'hui, les entreprises, on ne les voit pas. Elles vivent dans les nuages, plus de frontières. Et donc, elles ont une croissance vertigineuse. Elles changent les marchés boursiers. Et donc, et vraiment challenge le concept de l'entreprise. Et plus que jamais, l'entrepreneuriat est un moyen qui permet d'améliorer la compétitivité d'un pays, de favoriser sa croissance et d'accroître les possibilités d'emploi. Ça, c'est un terme très, très important parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, et dans notre pays, on a énormément, il y a une floraison d'actions et d'organisations qui soutiennent l'entrepreneur, qui aident les jeunes à réfléchir autrement et à explorer la piste de l'entrepreneuriat parce qu'elle vient combler la problématique du manque d'accès aux opportunités de travail et permet aujourd'hui à une personne d'être son propre boss et de trouver ses propres possibilités d'emploi, si ce n'est pour les autres. Donc, comme on a dit, l'entrepreneur, il a occupé les esprits depuis presque 2 siècles et demi. Aujourd'hui, il est qualifié par être un créateur, par être un aventurier des temps modernes. J'ai même trouvé des appellations, on pouvait lui donner une appellation de Dieu parce qu'il crée du changement, il impacte positivement les gens autour de lui, l'environnement autour de lui. Il continue toujours à susciter beaucoup de curiosité et beaucoup d'envie et d'admiration de la part des populations. Et bien sûr, notre message aussi, c'est de dire si des personnes veulent changer le monde, et aujourd'hui nous avons une belle occasion franchement pour pouvoir le changer, l'idée aujourd'hui c'est de devenir entrepreneur dans l'âme, entrepreneur dans l'esprit pour pouvoir créer un impact. Pourquoi entreprendre? Aujourd'hui nous avons plusieurs utilités pour entreprendre. Donc il y en a qui veulent entreprendre pour la création. Je veux créer quelque chose, je veux créer un projet. J'en rêve, j'ai toujours vu les gens créer, je veux créer. Je veux développer une idée de projet parce que je veux faire quelque chose de nouveau, je veux innover. Nous trouvons aussi des gens qui entreprennent pour se réaliser, donc le besoin de réalisation de soi, il est très très important. Faire quelque chose pour moi, pour me sentir bien, qui me parle. Alors on peut aussi entreprendre pour trouver de la reconnaissance. Aujourd'hui, on a tous au moins une dizaine, une vingtaine de noms d'entrepreneurs éminents à l'international. Et donc, ces gens-là, ils ont énormément d'estime de la part de tous les gens qui les suivent. Donc, je veux être entrepreneur pour qu'on puisse m'exprimer un signe de reconnaissance. Je veux entreprendre pour pouvoir qui nous permet alors, on avait parlé de la création, de l'innovation, la réalisation de soi, la reconnaissance, l'ouverture au monde, le désir d'être utile à la société. Alors, on peut aussi entreprendre parce qu'on veut être son propre chef, on veut être libre et indépendant, parce qu'on veut vivre une aventure, une expérience excitante, un challenge. Et on le sait très bien quand on est sur un projet entrepreneurial, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vraiment mobiliser toutes les énergies, mettre à contribution son comportement, ses environnements, tout ce qu'on sait. Mais on ne sait pas où l'aventure peut nous mener. Donc, c'est un challenge en continu. On entreprend aussi pour pouvoir gagner de l'argent, pour vivre bien, se sentir bien et vivre très bien avec soi-même, avec sa communauté et aussi impacter positivement la situation économique des gens qui nous entourent. On veut aussi entreprendre pour donner du sens. Donner du sens. Aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, une grande révolution. Beaucoup de gens qui sortent ou qui quittent leur entreprise ou qui quittent leur poste parce qu'ils sont en train de rechercher du sens. Ils trouvent que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant ne donne pas de sens, de goût à leur vie. Ils se mettent à l'aventure entrepreneuriale poussés par des
des produits ou des services qui les passionnent, des choses qu'ils savent faire, et ils s'y mettent avec une grande passion, sans calculer les heures ni l'effort. Alors nous, l'entreprise aussi, elle peut venir de facteurs de « je veux maîtriser mon destin ». Je ne veux pas travailler chez quelqu'un d'autre, je ne veux pas être tributaire de la croissance d'une entreprise, mais je veux moi-même, je dirais, et avoir, je dirais, le volant pour conduire mon projet personnel et professionnel comme je l'entends. Et bien sûr, si on pose la question à toutes les entreprises entrepreneurs d'aujourd'hui, on trouve qu'ils ont fait aussi parce qu'ils n'aiment pas les statu quo. Ils veulent être acteurs du changement. Ils veulent impacter leur communauté. Et c'est ce qui les motive aussi pour avancer. Alors, pour la question, on va attaquer peut-être la dernière de ce premier live, c'est par rapport à l'esprit d'entreprendre. Donc, j'ai mis une petite phrase qui dit qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Effectivement, on peut entreprendre à différents âges. Alors, l'esprit d'entreprendre, il est basé sur 4 piliers. Donc, les lectures et les écoles de pensée mettent cet esprit d'entreprendre comme étant basé sur un socle de 4 piliers. Les piliers, c'est que si je veux développer mon esprit d'entreprendre, si je veux aller développer une entreprise, il faut que j'ai une vision. Tous les grands entrepreneurs aujourd'hui qu'on connaît au niveau national et international, on a toujours dit qu'ils étaient des visionnaires. Ils voyaient grand, mais ils voyaient très très loin. Ils n'attendaient pas que les problématiques arrivent pour leur trouver des solutions, mais ils anticipaient déjà les changements qui allaient être opérés sur les marchés, sur le comportement des consommateurs, des économiques, sociales, des fois politiques, peuvent bien sûr influencer, je dirais, la vie. Et donc, ces entrepreneurs, ils étaient visionnaires. Ça leur permet aussi d'être créatifs, d'être très rapides en termes pour des solutions. Leur intuition bonne, prendre de bonnes décisions et adopter des décisions. Alors, deuxième pilier de l'esprit, la motivation, bien sûr, est un véritable caractère de l'action. On le sait très bien, si nous ne sommes pas motivés, on ne peut pas aller de l'avant. Si nous ne sommes pas motivés, on va rester sur place. Et bien sûr, l'entrepreneur aujourd'hui c'est une personne d'action. On l'a dit tout à l'heure dans la définition, c'est une personne qui est tout le temps motivée, qui est dans l'action. Et la motivation est un soft skills et un muscle qu'on doit dominer par plusieurs méthodes. Garder cette motivation matin, midi et soir. Quand notre équipe, qu'on est le chef d'entreprise, il faut qu'elle voit en nous toujours cet esprit motivé. On ne doit pas baisser. La résilience. La résilience est un des piliers de l'esprit d'entreprendre aussi. La résilience, alors, comme Darwin, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui sont les plus rapides à s'adapter. Donc la résilience, elle fait appel à notre capacité d'encaisser quand on a des problèmes, quand on a des obstacles, des changements et des virages à prendre. Et on ne dira jamais assez, il n'y a pas de tapis rouge pour l'entreprise ou pour l'entrepreneur. Il y aura toujours des obstacles qui vont venir, soit de facteurs internes ou de facteurs externes. Et la capacité de résilience de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise, elle est vraiment très importante et le futur de l'entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui continue à avancer malgré les difficultés, tout en réfléchissant, tout en apportant cette innovation dans la méthode, dans l'organisation, quand il faut, réorienter le produit quand il faut, parce que le marché, il est en pleine mutation. Les consommateurs aujourd'hui, ils bougent de comportement. Et donc, lui aussi, il doit toujours être capable de bouger. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il nous est tous demandé de faire preuve de résilience parce que nos business s'arrêter ou leur volume se réduire. Et
c'est d'avoir cette capacité de résilience, c'est de résister à ce changement-là ou le convertir pour pouvoir innover, trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts, des offres à nos clients. Alors, l'importance de travailler sa résilience et sa capacité à encaisser, c'est très, très important pour l'esprit d'entreprise. Et bien sûr, on ne le dira jamais assez, la connexion. On le dit pour les petits et pour les grands. Absolument, être connecté, il faut bien s'entourer. Un entrepreneur qui a